déjà la présence de notre hôte, notre guest star, le directeur général de la CNPS, M. Bougoulou. Merci de votre présence, merci de votre patience aussi, je pense que c'est le cas de le dire. Et on va remercier également le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale qui est là, l'abbé Salah. Voilà, merci de votre présence, elle nous honore. Et nous allons vous dire merci à tous et à tous, chacun d'entre vous, d'avoir bien voulu céder un petit peu de votre temps, en tout cas cette soirée, pour pouvoir nous permettre de vous présenter déjà ce que c'est le Café du Cœur, mais de vous donner un petit temps de ce que nous faisons, un petit aperçu de ce que nous faisons. Le mot d'ordre dans ces soirées afterwards, c'est vraiment la détente, le fun et l'entente entre chacun et entre tous. Donc il n'y a pas de protocole, les buffets sont ouverts, le service soft drink également. Donc vous allez, en fonction de vos envies, vous servez et on écoutera les discours tout au long. Il n'y aura pas un moment pour manger et une fois qu'on aura terminé le programme, nous rentrerons chez nous et nous essaierons de rentrer un petit peu d'eau. La CNPS, un peu d'éléments historiques, un peu d'éléments de son organisation et de son fonctionnement. Donc la Caisse nationale de prévoyance sociale est l'organisme public à qui l'État a confié la gestion de la sécurité sociale des travailleurs du secteur privé, c'est-à-dire en fait ceux qui sont régis par les codes du travail. L'organisme est créé en 1967 et initialement la couverture portait sur la branche de prestation familiale. Cette couverture s'est étendue progressivement en 1969 vers la branche pension, en 1974 vers l'accident de travail et récemment en 2014 vers les assurés volontaires. C'est donc 3 branches qui sont couvertes. Des branches prévues par la convention de l'OIT 102. Il y a 2 qui ne sont pas encore couvertes, à savoir le chômage et la maladie. La maladie est en voie d'être couverte. Donc, la CNPS, dans son organisation, est répartie sur l'ensemble du territoire, compte 36 centres de prévoyance sociale, 8 directions centrales et 2 centres spécialisés dans l'assurance volontaire. La CNPS vient de loin, parce que en 2008, il y a 10 ans, la CNPS n'avait pas de réserve. Aujourd'hui, la CNPS, on le dit dans les commentaires, la CNPS a réussi à produire, à fructifier l'argent, alors qu'elle n'avait rien. Donc cette magie de management, le directeur général va vous le dire. Comment on peut réussir à créer des ressources, à fructifier les ressources par la seule innovation. Et à être aujourd'hui au-delà en centaines de milliards de réserves. Ça, c'est la CNPS. La CNPS, c'est cette image d'une entreprise qui, en 10 ans, peut avoir 23 000 bonnes pratiques. Je vais, si vous ne m'arrêtez pas, il risque de ne plus parler, mais en fait, je vous dis que la CNPS a un plan stratégique et quelque chose d'exceptionnel. Moi, ça me marque particulièrement. C'est un concept qui a permis, qui fédère un peu tout ça, c'est le concept de la dépense parfaite. Merci. Permettez-moi d'abord de vous saluer, vous lettres convenance, et vous dire combien je suis heureux de partager avec vous cette activité qui n'est pas nouvelle, mais je vois que le concept est nouveau. Tout le monde parle aujourd'hui des afterworks. Adoptons donc le vocal puisque nous sommes dans la priorité. Je suis d'autant plus heureux qu'il concerne notamment les anciens élèves de l'Université catholique.
CAC, l'Afrique centrale, dont la plupart occupent déjà des postes de responsabilité dans diverses entreprises de la place. Nous sommes d'ailleurs heureux de contribuer parfois à leur formation parce que nous en recevons beaucoup comme stagiaires au sein de la CNPS. Et j'ose espérer surtout que ce qu'ils y apprennent, ils essaient de le pratiquer, de l'appliquer dans différentes structures dans lesquelles ils sont recrutés. Peut-être revendiquerons-nous bientôt la paternité d'un certain nombre de succès. Ils n'hésitent pas à nous le signaler, cela survient. On vous a présenté la CNPS. Je répéterai simplement que nous sommes effectivement un établissement public à caractère spécial qui s'occupe essentiellement de la prévoyance sociale. Beaucoup nous donnent la réputation aujourd'hui, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous nous avez invités, merci. Dès qu'une entreprise fait vos qualificatifs, excellente. Je m'en réjouis, je le prends ainsi. Et si nous devons retenir ce concept, je vous dirai simplement le cheminement par lequel nous avons pu progresser depuis 2008 que nous sommes à la tête de cette entreprise et qui nous permet aujourd'hui d'être relativement confortables, en tout cas de nous situer à un certain niveau d'appréciation, tant au niveau plan national qu'international. Je dois dire qu'à notre arrivée à la CNPS en 2008, le temps va vite, nous sommes en 2018, donc un peu plus de 10 ans. Nous avons fait un certain nombre de constats qui nous ont contraints à réorienter un peu et la philosophie et les outils de management. La philosophie, c'était de dire quoi? Donc, de définir une vision. Et la vision qu'il fallait partager, elle est simple, elle se résume en une phrase. Faire de la CNPS une entreprise moderne, capable de rendre un service de qualité à ses clients usagers, dans les meilleures conditions d'efficience et d'efficacité, en toute responsabilité sociale. Vous y voyez les concepts auxquels vous êtes habitués: l'efficience, l'efficacité, la responsabilité sociale, la qualité de service. Donc c'était la vision, la modernité en général. Pour remettre en œuvre cette vision, il fallait dérouler un certain nombre d'outils. Le premier d'entre eux était, naturellement, comme vous y êtes habitué déjà, de déterminer la charte des valeurs. Quelles sont les valeurs qui allaient soutenir cette vision? Parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre des programmes sans les soutenir par des valeurs. Nous avons donc, particulièrement en concertation avec les travailleurs, les employés de l'entreprise, déterminé la charte des valeurs. Nous avons dégagé une dizaine de valeurs. L'honnêteté, la transparence, la netteté, tout ce que vous pouvez imaginer, qui allait donc sous-tendre chaque fois que nous ferions une réforme, une innovation, toute cette action. Et en même temps, nous rendre responsables vis-à-vis de ces valeurs, parce qu'il ne suffit pas de les décliner, de les proclamer. Il faut s'entendre sur le fait que ceci constitue le corpus et la colonne vertébrale de toutes nos actions.
y compris en termes de reddition de comptes, y compris notamment donc en termes de responsabilité, donc éventuellement de sanctions disciplinaires. Lorsque nous sommes d'accord sur la charte des valeurs, il a fallu décliner un programme, un plan stratégique. Et là, nous étions quasiment les pieds dans le plat. C'est vrai que le Cameroun était dans un passé relativement lointain, avait été habitué à ce qu'on appelait les plans quinquennaux, que beaucoup semblent regretter aujourd'hui, mais cela nous a-t-il inspiré peut-être, mais en général dans les entreprises, oui, il y a des plans stratégiques. Et nous avons pu nous rendre compte de la nécessité d'un plan stratégique, bien que cela fût nouveau dans une entreprise publique, notamment d'ailleurs établissement public, qui paraissait comme une incongruité réservée aux entreprises purement commerciales. Donc, un plan stratégique. Nous en avons fait en 2008-2012. Nous avons déroulé 2012-2018. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018-2022. Pour dire que nous nous sommes inscrits résolument dans une stratégie qui nous déterminait à avoir un cap. Vous voyez la chronologie, vision, charte des valeurs, plan stratégique. Et le plan stratégique était décliné à la fois en objectif, dans des programmes naturellement en objectif, et en indicateur. Chacun des programmes, chacune des activités, je prends l'exemple des prestations, les allocations familiales, les pensions, étaient déclinées en objectif. Qu'est-ce que nous voulons comme objectif pour répondre à la charte des valeurs et à la vision précédemment déclinée? Je prends un exemple précis. Nous voulions que nous nous posions comme exigence que nos clients soient servis le plus rapidement possible. L'indicateur que nous avions retenu, en tout cas, je préfère prendre celui d'aujourd'hui, c'est de dire le client qui arrive avec son dossier, l'usager qui arrive avec son dossier, doit être servi en 30 minutes lorsqu'il s'agit d'une demande de pension par exemple. Alors ça semblait irréaliste, d'autant plus que lorsque nous avions fait le diagnostic, le temps moyen de traitement d'un dossier de pension, tenez-vous bien, était de 750 jours. 2 années, voire 3 années. Temps moyen. Demande de pension. Donc, pour bénéficier de vos pensions. Évidemment, il y en a qui bénéficiaient de pension beaucoup plus tôt, mais sous des conditions qui ne correspondaient pas à des valeurs. Cela signifie que lorsque vous mettiez la main à la poche et que vous attiriez quelqu'un dans un coin de bureau, que vous lui cédiez une partie de vos pensions, vous pouviez l'avoir en quelques mois peut-être. Mais vous comprenez que ça ne correspondait à aucune valeur. Si nous consacrons comme valeur le désintéressement et le service rapide, il n'y a plus lieu à contrepartie financière pour bénéficier d'un service. Évidemment, le prétexte qui était parfois réel était que le système d'information ne permettait pas du tout de réagir dans un temps raisonnable. Vous voyez que même aujourd'hui, au niveau de l'État, les fonctionnaires continuent d'attendre des années pour bénéficier de leur pension. Pas seulement du fait de la cupidité des fonctionnaires, mais aussi, malheureusement, parce que le système d'information ne le permet pas.
Donc nous, l'objectif, c'était de dire le plus tôt possible, on a défini 30 minutes, on va pouvoir bénéficier de sa pension dès lors que son dossier est complet. Mais comment cela pourrait-il être possible pour prendre ce cas-là? Parce que je dois vous dire que le plan stratégique, par exemple, d'aujourd'hui, c'est à peu près 119 objectifs. C'est pas évident, plus de 500 critères, indicateurs de gestion, de résultats. C'est quelque chose de très élaboré. Donc je vous prends que, je dirais, l'exemple le plus emblématique, symbolique, vis-à-vis, pas tel que perçu par nos clients usagers. Mais pour y arriver, il fallait deux choses notamment. La première, travailler sur les ressources humaines, dans ses divers aspects, et de deux, travailler sur le système d'information. Qu'avons-nous fait sur le plan des ressources humaines? Évidemment, la CNPS nous avons hérité d'un système, personne ne peut le juger a posteriori, c'est ainsi que ça a toujours fonctionné depuis les indépendances. Je voulais dire que les entreprises publiques étaient perçues davantage pour caser des personnes à qui on voulait réserver un traitement favorable parce que les salaires y étaient supérieurs à ceux de la fonction publique sans qu'il y eût nécessairement des contraintes en termes de résultats. Donc, on pouvait aller dans une entreprise publique, avoir un gros salaire, sans nécessairement produire. Donc c'est une histoire. Nous en sommes tous comptables et responsables aujourd'hui. Mais lorsque vous arrivez dans une entreprise, vous n'allez pas licencier tout le monde au prétexte qu'ils ont été recrutés dans une autre philosophie. Donc il faut former ces personnes. Il faut les former aux valeurs que vous préconisez. Il faut les former à la connaissance de l'entreprise, ce que c'est, pour les former aux techniques du métier, ce qui n'est pas évident, j'en conviens, parce que pour ce que j'en ai pratiqué, ça fait 10 ans que je suis là, je ne suis pas sûr que nous en ayons terminé. Mais si proportionnellement on peut apprécier l'évolution en termes de capacité, puisque c'est le mot que nous retenons le plus aujourd'hui dans le vocable le plus partagé, je dirais que nous serions passés d'une capacité réelle de 5% à peu près une capacité réelle de 40-50%, ce qui n'est pas négligeable. Ceci mis bout à bout, vous rendez compte, nous a permis de réaliser à la fois d'énormes économies d'argent, parce que on vous a décrivé quelques résultats, ça n'a pas été, le bon Dieu ne nous a pas envoyé de l'argent. Et nous ne sommes pas non plus allés dans un magasin en arrière à l'arrière pour fabriquer de l'argent. Le produit des réformes, des innovations. Donc au-delà, cela nous a permis de réaliser donc beaucoup d'économies d'argent, et par conséquent d'amonceler des réserves, des bénéfices. Cela nous a permis d'améliorer la qualité de service. Je vous dis aujourd'hui, nous pourrons régler une pension en 30 minutes. Dès lors que vous apportez vos dossiers de pension, vous avez arrêté le travail aujourd'hui, ou le mois dernier, ou 2 mois, 3 mois avant. Là, nous vous payons les mois passés, et pour le mois présent, vous aurez votre argent le mois suivant, le mois prochain. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérifications que nous ne faisons plus. Nous avons alimenté déjà nos bases de données, nous avons alimenté notre information lorsqu'on vous dit de faire la télédéclaration. C'est pour cela. Nous avons votre information
au mois le mois. Quand vous venez, nous ne vous demandons plus un certain nombre de pièces, parce que nous avons ces informations. Je dois dire que nous sommes partis d'un dossier de demande de pension de 15 pièces. On vous demandait 15 pièces. Aujourd'hui, on vous demande 3 pièces, sinon 2 en fait. Demande de pension. Vous avez votre demande et vous avez l'attestation sur l'honneur que vous ne travaillez plus. Ça nous suffit. Donc vous n'avez plus à parcourir le monde entier pour chercher les pièces, chez un sous-préfet qui ne connaît rien à cela, qui chez un maire qui n'entend rien et qui vous signe des papiers sans aucune valeur. Nous vous connaissons, nous avons vos données, dites-nous simplement que vous avez arrêté le travail et que vous ne travaillez plus, puisque la loi dit si vous travaillez, vous n'avez pas droit à la pension. Et aucune autorité n'a à signer tel document. C'est sur l'honneur que vous nous le dites. Puisqu'aucune autorité ne peut certifier que vous ne travaillez plus. Ça s'est signé avant. Vous aviez des attestations de domiciliation. Il fallait qu'un maire signe que vous êtes domicilié dans tel village. Quelle importance. Donc tout cela qui n'avait aucune valeur, aucune signification, mais qui était le produit d'une bureaucratie ancienne. Vous savez, à l'époque où on fichait chacun des camionnets pour savoir où il avait mangé, avec qui il avait discuté, ou quel virage il avait pris en allant au bureau. Ce n'était plus d'intérêt. Aujourd'hui, ça n'en est plus. Donc, nous avons réduit le nombre de dossiers, mais il faut faire la revue organisationnelle. Si vous ne faites pas vous-même la revue, mécaniquement, vous allez continuer, comme ça se fait ailleurs, à demander des pièces sans aucune importance. C'est moi parce que la loi de 1960X avait dit qu'il faut telle pièce. Sauf qu'entre 1960X et 2018, c'est la même réalité. Nécessité de faire une revue organisationnelle. D'ailleurs, on le fait tous les ans. Chaque année, nous revisitons nos procédures, nous voyons ce qui est pertinent, ce qui ne l'est plus. Je dois dire par exemple qu'aujourd'hui, certains parmi vous ont pu l'expérimenter, nous payons nos allocations familiales par mobile money. Vous venez, vous déposez vos demandes, dans les minutes qui suivent, vous avez vos allocations familiales dans vos porte-monnaies téléphoniques. Tout de suite, puisque nous avons votre information. Nous pouvons payer vos pensions. Ça nous concerne aussi, puisque nous, nos frais de mission, y compris moi, le DG, on me les paye par téléphone. Quand je vais en mission, je reçois un message, vous avez reçu des frais de mission. Tout simplement. Donc, ce système d'information nous permet éminemment d'améliorer, de faciliter, de simplifier, de réduire le temps de traitement des dossiers. Mais je peux vous dire, vous certifier, la qualité indispensable. C'est de se remettre en question tous les jours. Il n'y a pas de situation acquise. Nous devons être en posture d'aller d'innovation, en posture de remise en cause. Sinon, nous ne changerons rien. Si vous êtes installé dans la paresse de dire ça s'est toujours fait comme ça, vous ne changerez rien. Vous aurez l'impression que vous travaillez beaucoup alors que vous ne produisez rien. Nous devons mesurer, nous avons un instrument qu'on appelle le ratio composite qui nous permet en même temps de mesurer la productivité de chacun. Si vous n'avez pas une productivité qui s'améliore chaque année, on vous interroge pourquoi vous n'avez pas une productivité qui s'améliore. Alors je vous surprendrai, autant nous avons pu améliorer de manière aussi substantielle le temps de traitement de dossier, la qualité de nos gestions, le niveau de nos réserves financières, autant nous avons réduit le nombre des effectifs du personnel.
qui sont paradoxales. Nous sommes partis de 2900, 3000 personnes quand j'arrivais. Nous sommes aujourd'hui combien nous sommes passés de 3900. Nous sommes aujourd'hui 2600. 2600, c'est-à-dire 40% quasiment en moins. Et nous faisons beaucoup mieux. Voyez-vous, vous faites beaucoup mieux avec beaucoup moins de personnel. Parce que nous sommes inscrits dans cette logique de productivité. Évidemment, il faut une certaine dose de courage, peut-être même parfois d'impertinence, au sens propre du terme, au sens philosophique, parce que ce n'est pas une impertinence désobligeante, mais celle qui nous permet de remettre en cause un certain nombre de choses qui semblent acquises pour les esprits simplistes ou paresseux, pour utiliser ces termes. Beaucoup de courage, beaucoup d'esprit d'innovation, beaucoup d'implication. Mais nous sommes inscrits dans une logique d'amélioration constante. Pour dire qu'il ne nous suffit pas de ce que nous faisons aujourd'hui, d'aucun qualifie d'excellent, mais pour nous, ça n'est pas tout à fait. Je vous ai dit que nous restons dans la logique de relever davantage les capacités techniques et managériales de nos personnels qui, pour nous, restent pour certains sujets en caution. Et en même temps, la société va tellement vite aujourd'hui qu'on ne peut pas être assis sur des acquis. Là, nous avons à nos portes une révolution qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est pas réservée aux autres. Nous voulons là aussi à la CNPS être précurseur de l'intelligence artificielle dans le management. Et vous connaissez le principe de l'intelligence artificielle dans la gestion qui permet, par le renseignement, par la qualité du traitement des données, de prédire, d'avoir un système prédictif de gestion. De manière que dans un premier temps tout au moins, pour des choses simples, nous puissions rendre à nos clients des réponses instantanées. Instantanées sans que la main humaine n'ait à intervenir. En même temps, ça nous permet d'enrichir nos activités. Ça, c'est notre défi de demain qui est déjà là. C'est celui qui s'amorce déjà. Nous avons le défi de contribuer davantage à l'économie nationale, parce qu'il ne suffit pas d'amonceler des réserves. Nous sommes partis en 2008, comme vous l'avez dit, d'à peu près 13 milliards de réserves. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 220 milliards de réserves. Le but n'est pas de les accumuler, mais de servir l'économie nationale. Nous avons réservé une partie à nos personnels. Nous sommes partis d'un salaire médian en 2008 d'environ 340 000. Salaire médian, aujourd'hui nous sommes à un salaire médian de 630 000 francs. C'est-à-dire que plus de la moitié du personnel à CNPS gagne au moins 630 000 francs. Nous intervenons dans l'économie nationale, à la fois pour soutenir l'État dans ses programmes et pour créer des emplois aussi. C'est vrai que nous sommes dans un régime par répartition où les ressources de l'organisme proviennent de l'emploi. Plus il y a des emplois, plus nous avons des ressources. Donc il faut, tant qu'on le peut, contribuer à la création des emplois. Donc nous sommes dans cette perspective aussi bien au plan national qu'international. Vous savez que nous avons l'honneur de diriger le fonds d'investissement africain, la caisse de sécurité sociale d'Afrique francophone. C'est dans cette perspective que nous entendons investir massivement dans l'économie de nos pays pour
les développer, ces économies, et créer des emplois auprès des pouvoirs publics. Voilà les perspectives dans lesquelles nous nous situons. Je m'essouffle un peu d'avoir trop parlé tout seul. Je vais vous remercier, vous rendre la parole si vous avez des questions plus précises. J'ai brossé un peu les généralités. Si vous avez des questions très précises, je suis prêt à y répondre. Je vous remercie. Nous avons suivi avec grand intérêt votre intervention. Je me présente, je suis M. Dassi Jules, directeur commercial et marketing, Express Union Mobile Money. Dans votre propos, vous avez parlé des paiements des prestations sociales et autres par mobile, y compris vos frais de mission aujourd'hui. Alors, on voulait savoir quel est le périmètre de ces paiements-là, jusqu'où ils vont aujourd'hui et qu'est-ce qui sera fait pour davantage dynamiser ces paiements. Et le deuxième axe de notre intervention portera sur les assurances, les cotisations volontaires. C'est un concept nouveau que la CNPS a lancé au Cameroun. On aimerait savoir quel est le niveau d'adhésion de la population aujourd'hui. Est-ce que les gens sont réceptifs et qu'est-ce qui sera fait dans les prochaines années pour davantage permettre à ce concept-là d'étendre et de diffuser l'assurance dans le corps social au Cameroun. Je vous remercie. Merci. Alors pour répondre très rapidement sur le mobile money, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tout ce que nous pourrons payer par les voies électroniques et numériques, nous le ferons. Je crois d'ailleurs savoir que, y compris Express Union, fait partie de nos intermédiaires en la matière. Je dois dire que nous avons très fortement encouragé ce que j'ai appelé la bancarisation de nos assureurs. Pour ceux qui sont un peu plus âgés et qui s'intéressaient à la vie publique, ils auront certainement remarqué que dans les années antérieures, avant l'année 2009, les usagers s'entassaient à la CNPS pour venir percevoir leurs pensions, leurs allocations. Ce n'est plus le cas. Nous avions 0,2% de nos assurés qui avaient un compte bancaire. 0,27% plus précis. Cela signifie que plus de 97% venaient percevoir leurs prestations en espèces à la CNPS. Et bien aujourd'hui, ils sont 99,7% à être bancarisés. Nous avons renversé l'autre chose. La préoccupation est à deux niveaux. Premièrement, au sujet de la retraite complémentaire. Nous avons parlé tout à l'heure de la retraite volontaire. Nous avons remarqué que la retraite complémentaire reste une activité dans laquelle s'investit encore des sociétés privées. On se demande à quand est-ce que la CNPS va aussi s'y mettre. Deuxièmement, vous avez parlé, je dirais, des exploits de vos informaticiens qui vous ont permis, contrairement à ce que vous avez observé dans d'autres pays, de réaliser des économies très importantes en termes de milliards. J'aimerais savoir quelles sont les dispositions que vous avez prises en faveur de ces informaticiens pour les encourager à continuer à innover dans le bon sens et surtout à rester très très motivés. Rassurez-vous, à la CNPS, sans avoir les meilleurs salaires du monde, les salaires sont intéressants pour le monde, y compris donc pour les développeurs. Et les deux, je crois que chaque fois qu'ils ont développé quelque chose d'intéressant, d'innovant, d'utile, ils ont bénéficié. Nous avons ce que nous appelons chez nous les primes de travaux spéciaux. Chaque fois que vous avez dégagé, vous avez créé de la valeur, on vous le restitue en termes de prix. Voilà. Je suis cadre à la SCB Cameroun.
Alors, monsieur le directeur général, j'aimerais avoir des précisions sur la réduction des effectifs à la CNPS, parce que vous êtes quand même passé de plus de 3 000 employés à 2600 aujourd'hui. Donc, comment cela s'est fait? Est-ce que c'était des départs volontaires? Est-ce que c'était des départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés? Des licenciements ou bien, voilà, donc j'aimerais avoir des précisions. Et je voulais savoir, est-ce que la décision de compresser les effectifs a été prise d'entrée de jeu parce que vous avez estimé qu'il y a eu un sureffectif? Ou alors, est-ce qu'il y a eu une évaluation faite par des professionnels pour permettre d'apprécier le niveau d'effectifs, on va dire, qui pourrait être efficace et pour ne pas créer un goulot d'étranglement? J'ajouterais simplement qu'évidemment, vous n'avez pas entendu parler de licenciement massif à la CNPS. Tout ce que nous avons fait, c'est deux choses. Peut-être une troisième. La première, c'était de dire, nous ne remplaçons que un départ sur 3. Aujourd'hui, c'est un départ sur 5. Au début, c'était 1 sur 3. Aujourd'hui, c'est 1 sur 5. Et 2, nous avons fait une opération de départ volontaire que nous avons appelé à don. Donc, ceux qui voulaient partir, qui n'arrivaient plus à suivre, parce que le rythme était assez échevelé les dernières années, donc ils avaient l'opportunité, plutôt que d'être licenciés pour insuffisance professionnelle, de bénéficier d'un pactole. On leur assurait une petite formation sur la gestion de projet après le départ de la CNPS. Donc, il y a eu limitation des recrutements, 1 sur 3, puis aujourd'hui 1 sur 5, et départ volontaire. Et la troisième mesure, qui n'était pas tout à fait dans le programme, mais qui s'imposait par la force des choses, c'était que nous avons dû être extrêmement sévères vis-à-vis de ceux qui ne produisaient pas. Donc ça a certainement accéléré les départs aussi. Je suis René Bock de la compagnie d'assurance Akamvi, manager commercial. Alors moi j'aimerais plutôt poser la question de savoir, de mémoire, il y a à peu près moins de 5 mois, le chef de l'État a signé un texte qui changeait de régime de la CNPS. J'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que ça a apporté, parce qu'apparemment vous aviez travaillé dessus longtemps pour en arriver là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a apporté dans le nouveau mode de changement, de fonctionnement de la CNPS? Oui, vous faites bien de parler de fonctionnement parce que en sécurité sociale, quand on dit régime, ça envoie une autre réalité. Effectivement, le décret de juin 2018 a permis de modifier, j'allais dire, le fond encore des fonctionnements de la CNPS. Vous savez que comme établissement public administratif, nous avons hérité d'un vieux système quasi colonial, vraiment qui existe encore dans un certain nombre d'entreprises ou d'établissements publics, où le ministère des Finances avait des représentants qu'on appelait l'un agent comptable ou contrôleur financier, mais qui étaient de véritables boulots des candidats. Comme on dit dans l'administration, des postes de péage qui retardaient, sinon contrariaient même, et l'activité, la qualité de service à la CNPS. Donc nos combats étaient de dire qu'ils ne sont pas nécessaires pour la qualité de service. Au contraire, ils sont néfastes, ça je peux le dire, bon fonctionnement à la CNPS. Dieu merci, le président de la République nous a suivis parce qu'il nous a fait confiance. Il a vu que malgré tout, nous faisions les meilleurs efforts pour améliorer la gestion. Parce qu'initialement, ces agents comptables et contrôleurs financiers avaient vocation de contrôler un peu pour éviter les débordements de certains gestionnaires. L'idée était peut-être belle au départ, mais ça a complètement dévié au point de devenir de véritables entraves. Et je dois vous dire que, pour donner un seul exemple, lorsque nous avions des contrôleurs financiers agents comptables qui devaient viser, tamponner les papiers, je ne sais pas pourquoi les intérêts, les paiements mettaient en moyenne 4-5 mois.
Après cette attitude, c'est un péage. Aujourd'hui, depuis que nous avons plus 16 ans, nous payons à 48 heures. Tous nos prestataires, j'avais annoncé 7 jours, ou on ne sait jamais, nous payons au plus tard 48 heures. Lorsqu'on vous paye 48 heures, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que vous devez nous vendre votre produit au prix du marché. Alors si moi je vais acheter cette bouteille d'eau à 500 francs, il n'y a aucune raison pour que le vendeur me la vende à plus de 500 francs. Puisque c'est quasiment du cash. Non seulement je paye cash, mais je paye en grande quantité. Donc il peut même accorder des rabais par rapport à vous, individu qui achète. Avantage énorme. La deuxième réforme, c'est que nous ne relevons plus des marchés publics qu'aux des marchés. Alors si vous savez ce qui se passait, ou se passe dans les marchés publics. Vous aviez des marchés pour aboutir des mois, des années que marché public aboutisse. Ma question est la suivante. Voici 10 ans que je travaille à Cantel, mais je ne peux pas vous dire le nombre de cotisations sociales que j'ai effectivement réalisées. Or, j'ai souscrit à une assurance privée. À chaque fin d'exercice, on m'envoie un courrier pour me dire voici le solde de votre assurance. Si vous arrive quelque chose, voilà les primes que vous pourrez en bénéficier. Qu'est-ce que la CNPS a prévu pour que les travailleurs qui effectivement paient leurs cotisations sociales soient informés, peut-être à chaque fin d'exercice, du solde de leurs cotisations? Il suffit d'aller sur notre site, vous rentrez, vous consultez votre compte individuel. Tous les matins, vous pouvez le faire. Oui. La deuxième chose est que sur ce même site, vous pouvez tous les mois calculer, enfin pas calculer, obtenir le montant de vos allocations, de vos pensions. Et lorsque vous rentrez sur le site, vous dites, je vais arrêter le travail ce mois-ci. Si j'arrête ce mois-ci, quelle sera ma pension si j'ai déjà cotisé plus de 15 ans? Quelle sera mon allocation si j'ai cotisé moins de 15 ans? Vous avez le montant en temps réel. Donc, je n'aurai même plus à placer les documents dans vos archives. Vous l'aurez en temps réel sur notre site. Je m'appelle Hugues Tchumeni Kangé, donc je suis diplômé en communication et gestion des ressources humaines de l'Université catholique d'Afrique centrale. Donc actuellement, je suis directeur du festival panafricain de slam éducatif. Donc, nous touchons 37 pays et je suis très honoré de pouvoir m'adresser à vous. Mais avant de vous poser ma question, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter parce que vous n'avez pas du courage, vous n'avez pas de la pertinence. Je pourrais dire un gros mot, vous en avez. Vous en avez véritablement. J'ai rarement vu un directeur général d'une entreprise publique, pas parapublique, qui ait autant de sang-froid et qui agit avec autant de détermination pour faire changer les choses. Donc, je me permets que chacun applaudisse pour vous parce que moi je suis impressionné par vous. Vu que c'est le temps des félicitations, je voulais également saluer l'équipe de la Fédération internationale des diplômés de l'Université catholique d'Afrique centrale qui nous permet ce soir de vivre un très grand moment. Je n'ai pas très bien compris au départ pourquoi c'est vous qui avez été sélectionné. Parce que moi je me rappelais un peu des souffrances que mon père vivait à l'époque pour toucher sa pension retraite. Et quand je me rends compte qu'aujourd'hui avec Orange Money, Money, ça peut marcher, je suis véritablement satisfait. Je vous remercie pour le travail que vous abattez au quotidien. Maintenant, je remarque que la CNPS, tout comme le FNE dernièrement, lors du premier forum national sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, on n'a rien à envier à personne, véritablement. Je vais citer un peu les pays francophones africains. Je pense que nous sommes devant. Vous venez de citer le cas de la France, qui va bientôt mettre fin, Inch'Allah, je ne le souhaite pas, mais le régime des indépendants. C'est la preuve que notre système à nous n'est pas mauvais. Ils n'ont peut-être plus grand chose à nous enseigner, peut-être même c'est le contraire. Maintenant, ils viennent s'installer en Afrique.
Et le Cameroun est quand même le berceau, le cœur de l'Afrique. Donc, ma première question c'est, qu'en est-il de notre leadership mondial? Parce que moi je pense qu'il est temps qu'on fasse comme la Chine, il est temps qu'on fasse comme le Rwanda. Le Rwanda est un pays anglophone, de prendre le secrétariat général de la francophonie. Pourquoi au niveau de la CNPS, on n'attaquerait pas le marché mondial? Je pense qu'on a des choses à enseigner aux autres, on a des choses certainement à prouver. Et puis, on est quand même en ressources humaines et en système d'information. Je pense qu'en Afrique centrale, la CATO, le recteur peut le confirmer, nous sommes les numéros 1 également. Donc félicitations à mes camarades et diplômés qui sont là-bas. Voilà. Après, dans ce fameux leadership mondial, je voudrais en venir maintenant à la capitalisation. Ce qu'on fait ici est extraordinaire. Moi, quand vous parliez, je vous voyais bien dans l'émission Carrière, sans publicité sur Canal 2, ou dans l'émission Réussite sur Canal+. Donc je pense que ce modèle devrait être présenté aux médias camerounais notamment. On nous parlerait de meilleures choses que de pénaltys ratés ou marqués. Je pense qu'il y a des choses que le Cameroun fait et qui doivent être portées à l'international. Pour chuter, parce qu'il faut bien chuter, pas la chute d'Adam et Ève, mais pourriez-vous, monsieur le directeur général, je vous le demande solennellement, au nom de tous les étudiants de la CATO, nous retrouver à l'Université catholique d'Afrique centrale, pourquoi pas, on a 5 campus actuellement, nous vous recevons même au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire, s'il vous plaît, pourriez-vous venir présenter ce merveilleux témoignage que c'est possible en Afrique, il faut y croire, pas la peine d'aller à Lampedusa, mourir au désert, la Libye, c'est pas le Cameroun. Merci monsieur le Président. Ah, monsieur le directeur général, pardon, dis-toi. Le leadership, il y a un vieil adage qui dit qu'on n'est pas prophète chez soi. Je ne dirais pas que nous exerçons forcément un leadership mondial, mais en réalité, nous sommes la caisse de sécurité sociale qui a reçu le plus de récompenses dans le monde, pas seulement en Afrique, mais dans le monde de la part de l'Association internationale de sécurité sociale qui regroupe toutes les institutions de sécurité sociale dans le monde, tous les ministères de sécurité sociale dans le monde et tous les fonds de pension. Félicitations. Le directeur est à ce titre occupe un certain nombre de fonctions au sein de cette association et nous sommes ambassadeurs de la sécurité sociale dans le monde aussi. Nous avons l'occasion, chaque fois que cela est possible, de partager notre expérience. Et c'est cela qui nous a valu les 22 prix que nous avons depuis 2009. Mais c'est vrai que je vous l'ai dit, il faut un certain nombre de... Alors, je vais peut-être davantage mettre le pied dans le plat, c'est-à-dire que les problèmes que nous avons dans nos pays, peut-être notamment les pays d'inspiration juridique francophone, c'est ce qu'on appelle la bureaucratie. La bureaucratie, c'est le plus grand mal auquel nos sociétés sont exposées. Il y a des mots tout assez graves, la corruption et d'autres condamnables. Mais de mon point de vue, le mal le plus sévère, le plus préjudiciable, c'est la bureaucratie, qui n'a pas de contrepartie en valeur. Chaque fois qu'un dossier est retardé, c'est de la destruction de valeur. Parce que ça s'enchaîne sur un certain nombre de choses. Chaque fois que les choses ne sont pas faites dans les normes, dans les temps, dans la qualité nécessaire, vous ne faites que détruire de la valeur. Et la valeur, c'est de l'argent. Si nous devons faire un bond en avant au sein de nos institutions, dans nos ministères, dans nos pays, c'est s'attaquer de manière très résolue à la bureaucratie.
Je vais vous donner un exemple. Je vous l'ai dit, il fallait 15 pièces pour faire une demande de pension. Aujourd'hui, nous en sommes à 2. Nous avons vaincu la bureaucratie de ce point de vue. Pour qu'un dossier de pension aboutisse, il fallait au moins 10 visas, 10 à 15 visas, par service, par individu. Aujourd'hui, nous en sommes à 3. Le plan stratégique a posé pour principe que chaque dossier aboutit au bout de 3 étapes maximum. Quelqu'un qui étudie le dossier, un autre qui valide et un qui règle définitivement la question, qui paye, qui signe. 3 étapes, pas plus. Vous verrez que dans la plupart de nos services publics, lorsque vous regardez simplement les organigrammes, vous avez un bureau, un agent, un chef de bureau, un chef de service adjoint, un chef de service, un sous-directeur, un sous-directeur adjoint, un directeur, un secrétaire général, etc. Chacune de ces personnes doit viser le dossier. Et si chaque dossier doit passer d'un bureau à un autre 10, 15, 20, 30 jours, vous imaginez, c'est l'année pour traiter un dossier. De toute bonne foi. Je ne parle pas des questions de corruption, de toute bonne foi. Et quand vous considérez que tout le monde n'est pas forcément logé dans le même bâtiment, vous imaginez, et si on rejette, quel parcours faire un dossier uniquement du fait de la bureaucratie. Et parce qu'on veut que chacun, parce qu'il a un titre, regarde et vise le dossier. Non seulement cela fait traîner le dossier, mais cela n'apporte aucune valeur. L'expérience a montré qu'à partir de la 3e signature, il n'y a plus de contrôle. On signe, on vise parce que ça n'apporte plus aucune valeur, donc il n'y a plus aucun intérêt à le faire. Alors, est-ce qu'il faut supprimer les sous-directions ou je n'en sais rien, mais toujours est-il que on peut, lorsqu'on enrichit la qualité, les capacités professionnelles de chacun, on peut avoir partout 3 étapes maximum. Quelqu'un qui traite le dossier, un superviseur qui valide, et éventuellement un 3e qui réalise l'opération. L'exposé de M. le directeur général n'est pas une vue de l'esprit. Je suis en retraite depuis juin 2018. Quand je suis allé solliciter ma pension, je croyais que c'est encore le vieux temps. Je croyais attendre une pension d'ici de 1 à 2 ans. Mais j'ai été surpris de l'accueil qui m'a été réservé. Et qu'après une semaine, on m'appelle pour prendre ma décision de retraite. Ça, je voudrais dire bravo, monsieur le directeur général. Quand je suis arrivé là-bas, bon, j'étais tellement, comme je suis cadre supérieur, de 20 ans de cadre supérieur, mais quand je vois ma pension, avec mon salaire, je me suis dit, je serai sans salaire peut-être pendant longtemps. J'ai fait une enveloppe. La fille m'a bien servi. Je prends une enveloppe, je lui donne. Elle dit merci, je ne peux pas. Elle n'a même pas ouvert l'enveloppe. Elle m'a remis l'enveloppe. J'ai remis l'enveloppe dans ma poche. Ça, je vous donne un témoignage. Le centre de Limboman, monsieur le directeur général. Au centre de Limboman. Et vraiment, je me demandais si je ne vais pas transmettre mes félicitations à monsieur le directeur général. Ça, je voudrais faire. Bon, pour dire donc que la charte des valeurs, elle existe, monsieur le directeur général, à Mébouman. Le plan stratégique, il existe à Mébouman. Vous avez capacité votre personnel. C'est pour ça que nous sommes très bien accueillis là-bas. Très bien accueillis. Donc, je voudrais vous dire bravo. Mais je ne veux pas dire que
vous êtes excellent, comme la fille de Carl le dit. Mais je vous dis, cherchez encore à faire une sélectionnalité absolue, comme vous l'avez dit, et même une productivité absolue. C'est là qu'on vous attend maintenant. C'est le miracle, voilà. Et ma question maintenant est au niveau de... Parce que avec le décret de juin 2018 qui fixe les règles applicables aux entreprises publiques, on y a parlé de juste prix. Est-ce que ça veut dire que c'est la dépense parfaite dont vous faites allusion? Ça veut dire le juste prix? Très bien. Et je voudrais aussi dire quand même que vous avez un grand mérite. Vous avez déconcentré vos services et vous avez délégué. Bravo. Parce que la signature de la décision de ma retraite n'est même pas d'un directeur là-bas. Ça m'a impressionné quand même, ça m'a impressionné. Bon, et je voudrais dire quand même, j'ai une seule préoccupation, j'ai deux préoccupations maintenant. Les deux, mes frères qui sont allés, je suis qu'à depuis, on vous a demandé de nous revaloriser le plafond depuis, ça n'a pas été fait. Mes collègues qui étaient même au million de salaires avant 2016 sont allés, ils ont eu 250 000. Moi, je suis allé un peu après 2016. Mais ma pension par rapport à mon salaire n'est même pas le tiers. À quand allez-vous revaloriser? Est-ce qu'avec votre performance, un jour vous avez pensé à la révalorisation des pensions? Parce que nous sommes beaucoup perdants. Si on avait révalorisé le plafond, mais je ne me plaindrais pas. Jamais je me plaindrais. Voilà. Et la deuxième question, c'est que j'ai mon grand frère qui est du village. Il est installé chez moi. Il est parmi les entreprises qui ont été dissoutes en 90, à Sodenkamp. Il n'avait pas encore l'âge de 60 ans pour solliciter la pension unique. Il est resté au village, il n'a pas su que vous avez pris un décret pour dire que peut-être après un certain temps, on ne peut plus réclamer. Il vient maintenant avec mon dossier, avec le dossier dit que il a vu des gens qui ont eu des pensions, mais lui, il va faire comment? Et quand il va en Konsamba, il est du littoral, il va en Konsamba, on lui dit, tu es folklore. Mais vous avez un problème social, monsieur le DG. Qu'est-ce qu'il faut faire des gens comme ça? Mais il est chez moi, c'est moi qui le dis. Et tant même le traiter encore. En ce qui concerne le relèvement de la pension, je voudrais vous rassurer que, en fait, vous faites partie plus ou moins des nouveaux privilégiés. Parce que ceux qui sont partis à la retraite avant 2016, de votre niveau, il a dit on avait une pension de 150 000. Vous, avec le nouveau régime, vous êtes parti 2 ans. Avec le nouveau régime, vous êtes à peu près 250 000. Ceux qui partiront en février 2019, ils auront plus de 350 000. Donc, parce qu'ils seront dans le taux plein. Il faut avoir cotisé 3 ans dans le nouveau régime pour avoir le taux plein. Pour ceux qui gagnent au moins 750 000. Donc, ce serait au moins 350, 375 000 francs avec des modifications d'ancienneté. Maintenant, pour ceux qui avaient ce qu'on appelle, ceux qui relèvent l'ancien régime de pension, donc qui n'ont pas cotisé dans le nouveau régime, j'espère, parce que nous en avons fait la proposition, qu'ils auront une augmentation aussi de pension. J'espère que cela sera décidé dans les prochains mois. Nous avons mis de côté de quoi revaloriser leur pension. Nous attendons que la décision soit officielle. Pour votre parent, je
dois dire que ne connaissant pas le détail de son dossier, il y a effectivement ce qu'on appelle le régime de prescription. Ça relève la loi. Ce n'est pas nous qui décidons. La loi dit qu'au bout de 5 ans, si vous n'avez pas fait une demande, si vous aviez droit à une allocation, elle est prescrite en totalité. C'est-à-dire si vous avez travaillé moins de 15 ans, vous n'avez plus droit à rien. Et si vous avez travaillé plus de 15 ans, c'est les 5 années de retard qui sont prescrites. Donc, pour vous payer une pension pour la suite, avec l'arrivage, je crois, d'1 an. Donc, s'il a cotisé plus de 15 ans, c'est 5 ans qui seront prescrits. Mais s'il a cotisé moins de 15 ans, malheureusement, il n'a plus droit à rien. Cependant, pour ceux qui ont des difficultés particulières, ce que nous décidons, nous faisons, mais que nous ne pouvons pas publier parce que c'est de leur accorder parfois des aides. Donc ceux qui sont en difficulté, nous leur donnons une aide. Donc s'il est en difficulté, c'est une condition. Il peut faire une demande. Que c'est la première fois que beaucoup d'entre vous entendez parler de ACAMV en termes d'assurance au Cameroun. Donc ça ne nous surprend pas parce qu'on est jeune par l'âge. Donc ACAMV a eu son agrément d'exercer au Cameroun en novembre 2016. Donc en décembre, nous allons pratiquement boucler la 2e année d'activité de notre compagnie au Cameroun. La compagnie donc ACAMV travaille sur ou a misé sur l'expertise de ses pères fondateurs, qui sont 4 personnes majeures, dont l'expertise, que ce soit sur le plan local ou à l'international, a été démontrée. Alors sur le plan local, nous avons des personnes comme notre PDG, qui est M. Emery Kabega, qui est une jeune personne, je vais le dire comme ça, qui a moins de 40 ans d'âge et qui est docteur en actuariat certifié. Donc il a fait ses études en euros et il a décidé de revenir partager son expertise en mettant la main à la pâte. Donc ce qu'il sait faire, c'est l'assurance, c'est l'actuariat. Il a eu de nombreux prix, que ce soit le prix de la FANAF en 2014 ou le prix SCORE. Pour ceux qui connaissent le monde des assurances, la SCORE, c'est le premier réassureur français et le 5e réassureur mondial. Donc voilà le parcours un peu de notre PDG. À l'occasion aussi, nous avons l'un des 2e cofondateurs qui est Geoffroy de Lyon, qui a une longue expertise en ressources humaines et en gestion financière dans des banques telles que HSBC France. Le cabinet NTE, c'est-à-dire New Technologies Engineering Enterprise, est une jeune entreprise qui est installée à Bafoussam. Donc, vous imaginez que je suis venue de Bafoussam pour participer parce que nous croyons définitivement que la réussite passe par le renforcement des capacités, l'intégration d'une démarche qualité totale. Et je crois que c'est dans cela que le succès de M. Bokou est véritablement important. Ils ont travaillé sur la formation. Ils ont mis l'accent sur la formation. Donc, les entreprises, pour être pérennes, pour réussir, doivent travailler sur la formation. Et notre cabinet, donc, se veut être cet acteur incontournable. Cet acteur incontournable dans la région de l'Ouest qui, non seulement vous permet d'avoir toutes les informations économiques de la région, mais aussi amène les entrepreneurs, amène les entreprises à se développer, à renforcer leurs capacités, à la fois sur le plan du management, donc nous avons des formations en management, nous formons les équipes commerciales, nous formons les comptables, nous formons les ingénieurs et nous accompagnons, nous en appui organisationnel. Voilà, Express Union, c'est une entreprise qu'on ne présente plus parce que dans cette salle, chacun a une fois au moins effectué une opération chez Express Union. Express Union aujourd'hui, c'est 21 ans sur le marché camerounais. L'entreprise a été lancée en 1997 et de 1997 à 2006, c'était le transfert d'argent que nous connaissons tous. Et en 2006, Express Union a basculé dans la microfinance. Il est devenu Express Union Finance SA, l'établissement de microfinance de 2e catégorie. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas, ou alors que beaucoup ignorent. Et aujourd'hui, nous poussons véritablement ce pan de l'activité à travers l'épargne et le crédit.
à tous les acteurs économiques camerounais. En 2009, Express Union est allé encore un peu plus loin et avait déjà une vision sur ce que devait devenir le marché aujourd'hui à travers le Mobile Money. Express Union Mobile Money, baptisé la solution 100% camerounaise, a été lancé en 2009. Et aujourd'hui, c'est un service qui compte plus d'1 700 000 abonnés au Cameroun. Express Union Mobile Money vous permet d'effectuer vos dépôts d'argent, d'effectuer vos retraits, d'effectuer vos paiements, d'effectuer le paiement des salaires de vos employés. Là, je m'adresse à tous les managers qui sont ici, les cadres d'entreprise. Avec cette solution, vous avez la possibilité de payer les salaires de vos employés à travers notre solution Salary Portal. Je suis Marianne Desjours, je connais la plupart d'entre vous ici, parce que je suis une ancienne étudiante de l'Université catholique. Mais ce soir, je suis là, j'ai entendu parler de avec tous mes prédécesseurs, j'ai beaucoup entendu parler de digitalisation avec la CNPS, les assurances, le cabinet d'études marché qui est passé. Et c'est une très bonne chose parce que moi je veux savoir la cerise sur le gâteau. Donc nous qui sommes nous sommes Smartforce, une entreprise de solutions digitales. Qu'est-ce que nous faisons? Nous offrons en fait, nous permettons aux entreprises qui souhaitent collecter des informations sur le terrain. Nous leur fournissons une solution digitale qui va peut-être un peu aller dans le sens des études marketing qui se font en études de marché, à la seule différence que nous, comme je l'ai dit tantôt, c'est une solution digitale. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes une entreprise qui est basée au Luxembourg, qui a été créée pour permettre aux entreprises qui veulent développer leurs activités, qui veulent décupler leur productivité. Et, merci. Voilà. Comme je disais, Smartforce est une entreprise qui est basée au Luxembourg et qui a été créée, qui est spécialisée dans la collecte d'informations, de toutes sortes d'informations pour toutes sortes, pour tout type d'entreprises. Ça peut être des ONG, des gouvernements, des entreprises, des compagnies. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On aide des entreprises qui souhaitent collecter l'information sur le terrain. Des entreprises, par exemple, qui veulent vérifier si les prix de leurs produits sont bel et bien conformes sur le marché. Nous aidons aussi les entreprises qui veulent faire des audits de points de vente, qui veulent se rassurer que le circuit de distribution fonctionne bien. Alors, nous, on fait quoi? On les aide à collecter des informations précises, fiables et à jour. Bonsoir à tous, chers amis de la FIDUCAC, chers membres de l'équipe électorale, voire le vice-recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale et le secrétaire général académique, naturellement notre ingénieur et les enseignants qui sont ici présents. C'est un honneur pour l'Université catholique de se retrouver en ces lieux pour prendre part à ce genre de manifestation. Je voudrais, au nom de notre institution, dire infiniment merci à Monsieur le directeur de la CNPS pour le brillant exposé qu'il vient de nous offrir. La technique managériale adossée aux valeurs, on croit se retrouver dans l'enceinte de l'Université catholique d'Afrique centrale et dans notre projet éducatif. Mais par-delà le discours et la brillante leçon que vous nous avez donnée aujourd'hui, nous avons surtout, à titre personnel, vu des convictions. C'est-à-dire vous nous avez partagé un certain nombre de convictions, la détermination à changer le cours de l'histoire des hommes, à embellir et à faire avancer une entreprise au large en termes d'innovation, en termes de résultats. Donc, infiniment merci. Et lorsque vous parliez, je me plaisais à rêver de vous comme, pourquoi pas, avec votre permission,
enseignants en technique managériale innovante. Pour les étudiants actuels de l'Université catholique d'Afrique centrale, parce que là, nous avons mis en route non seulement une école de formation permanente pour ceux qui sont déjà sur le terrain, dirigée par le professeur Jonathan Bikanda, et tous ces professionnels ont besoin d'entendre ce discours qui apporte le changement et la productivité. Nous avons lancé depuis l'année dernière un incubateur BAECAC pour permettre aux étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale de devenir non seulement des créateurs d'emplois, mais des créateurs d'entreprises, donc capables de recruter leurs camarades dans un environnement où beaucoup commencent à ne plus trouver pas des failles pour servir la nation ou ce continent africain. Donc, avec le vice-recteur, je m'entendrai avec lui qui recrute les enseignants à l'Université catholique d'Afrique centrale. S'il vous reste encore un peu de temps, on vous sollicitera pour continuer à rendre ces services. Merci d'avance. Quant à vous, chers anciens de l'Université catholique, nous sommes des congénères. Je suis moi-même un ancien de l'Université catholique d'Afrique centrale, faculté de théologie, promotion 1994. Notre institution consomme déjà ses propres produits. Merci pour tout ce que vous faites pour le rayonnement de l'UCAC. Nous avons le sentiment que la formation qui vous a été donnée, qui nous a été donnée, n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Et ce genre d'événement nous conforte dans cette perception. Je voudrais vous dire que vous avez déjà commencé à vous manifester à plusieurs titres au sein de cette institution. Cet après-midi, le vice-recteur et les doyens de faculté ont distribué des bourses aux étudiants actuels de l'Université catholique d'Afrique centrale. Et sachez que nous avons été heureux de savoir que plus de 5 millions de francs ont été donnés par vous, anciens de l'Université catholique d'Afrique centrale, pour que d'autres jeunes puissent bénéficier de la bonne éducation que vous avez vous-même reçue. Que Dieu lui-même vous bénisse et vous le rende centuple. Amen. Je voudrais achever mon propos en vous disant ceci. Le label d'une institution ne s'acquiert pas définitivement. C'est une question de conquête permanente. Sachez donc rendre compte de l'espérance qui est en vous. Faites corps, parce que solitaire, vous ne pourrez pas aller très loin. Mais c'est en créant ou en densifiant le réseau qui est le vôtre que vous aurez la possibilité d'incarner les mêmes valeurs ici en Afrique, ici au Cameroun et partout ailleurs dans le monde. Que vive l'Université catholique d'Afrique centrale, que vive la FIDUCAC. Je vous remercie pour votre attention. Bénissez, Seigneur, ce repas que nous allons prendre. Bénissez les mains qui l'ont apprêté. Bénissez chacune de nos carrières. Bénissez la CNPS si dignement représentée par son directeur général. Et apprenez-nous à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à toute l'assistance. Bonsoir. Voilà, je suis une jeune artiste, Cécile Baliba. Je suis en promotion et sur toutes les plateformes, vous pouvez me retrouver.
Vous allez m'excuser hein, parce que je devais être là à 28h. Mais j'ai pas pu parce que j'avais une émission à un jour. Donc, prière. Bon, ben, je suis avec mon guitariste. Il est dehors, il est caché parce qu'il n'y avait pas moyen d'entrer. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un extrait de mon titre, d'un de mes titres, je vais dire. Et juste après, on va essayer de faire une ou deux interprétations. J'espère que vous allez aimer. Et voilà. On peut essayer d'acclamer, non? Just to see your smile, and I'm going. Accidentally, you're broken words on your way. Leave time, leave me just leave my body like my wonder jet. Now I hope we'll all be gay. Nitungulwa Jangalia, Leo Brava, Jangalia, Litongulva, Jangalia, Leo Brava, Jangalia. Seront le lien. You always be my new. You're the bon way. So with him, yeah. Me what, ling dong. Ni sang, ni oui, oh. Je rêve juste une famille unie. Être divisé nous fait plus mal que de bien. Si seulement on pouvait vivre dans la paix, amanguer, nous aimer vraiment sans rancœur aucune. Yeah, yeah, well, la mer, sans la mer, oh, ba mer, non, ba mer, yeah, The objective is to show to young diplômés from Catholic University of Central Africa how to boost their company, how to be the best in their activities. And what are the perspectives of this day? After this event, we launch another event. Generally, we organize a thematic debate on assurance in Cameroon. And what is the take-home message today? We can learn from Mekulum Vondo that when you launch a company, the first thing you think about strategic plan. Then you have to implement this strategic plan, which consists to have good capacities and good employees. Alors, au thème de la soirée, nous pouvons dire que nos impressions sont bonnes. Le DG de la CNPS a honoré de sa présence cette soirée, ainsi que tous nos autres illustres invités et les participants que vous avez vus. Donc, c'est la 3e édition. Et comme les précédentes, cette édition aussi s'est bien passée. On n'a qu'à s'en tenir aux commentaires de tous les participants qui sont plutôt satisfaits de ce qu'ils ont appris. Donc pour nous, faire connaître la FIDUCAC encore, c'est toujours une belle occasion qui s'est offerte à nous et que nous avons pu concrétiser. Donc nous sommes en train d'envisager d'autres expériences parce qu'ici c'est la première
à Yaoundé, les 2 précédentes s'étant tenues à Douala. Donc nous espérons renouveler encore d'autres, pourquoi pas ici à Yaoundé ou dans d'autres villes. Voilà, merci. Alors, après la cérémonie des after-work de la 3e édition qui s'est déroulée au Bois Sainte-Anastasie ici, nous avons pu retenir que la performance, ce n'est pas le fait du hasard, il faut s'organiser pour y arriver. Grâce à M. Mekulu Vondo, Akam, Noël, Alain Olivier. Et ça s'est très bien passé. On a eu la bonne ambiance que vous entendez derrière moi. On a eu des échanges fructueux. On a eu des participants qui ont posé beaucoup de questions. Donc, nos remerciements à la CNPS, son directeur général. La FIDUCAC va toujours œuvrer pour faire la vulgarisation du leadership et du management au Cameroun. Donc, par ma voix, je remercie la CNPS, je remercie les différents partenaires qui sont venus. Je passe à Express Union et à d'autres. La prochaine édition, ce sera toujours des after-work avec un autre intervenant, avec un autre thème également, mais toujours avec la même organisation et avec la même bonne humeur et la volonté de transmettre. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Vous venez de faire un très grand exposé qui a inspiré plus d'un ici. Alors, pour le téléspectateur qui vous regarde à la maison, s'il fallait retenir 2 ou 3 choses, qu'est-ce qu'il est souhaitable de retenir? Ce que je pourrais dire, la clé pour résumer et emprunter au vocabulaire qui a été présenté, la clé de l'excellence et de la réussite peut tenir à 2 choses. La première, c'est l'innovation. Il faut innover, il faut oser, comme le président de la République l'a souvent rappelé, créer des choses nouvelles. Et la deuxième chose, il faut avoir un esprit de rationalité, parce que l'innovation sans rationalité ne permet pas d'aller loin. Pas plus que la rationalité sans innovation ne donne des résultats. Lorsqu'on accouple ces 2 éléments, on a de fortes chances d'arriver à de bonnes performances. C'est ce qui nous permet, dans le cas pratique que j'ai pu exposer, aussi bien de réduire les délais de traitement des dossiers, que d'améliorer la qualité des services, que de réaliser des économies. Donc, d'assurer la pérennité de l'entreprise en même temps qu'on peut garantir à celui qui vient vers nous, celui à qui on doit un service, de lui garantir le meilleur service possible, c'est-à-dire en termes de délai, en termes de qualité de service, en termes de qualité d'accueil et en termes de normes que respecte le produit qu'on lui doit.